Madame le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, avait décidé d'une nouvelle réforme, décidant, n'est-ce pas, de ramener le programme de philosophie en classe de seconde. Quelle lecture faites-vous? Ce n'est pas très tôt? Bon, écoutez, nous, on entre en contact avec la philosophie en classe terminale, tu vois, c'est-à-dire quand on devait quitter le lycée, soit pour les classes préparatoires, soit pour l'université, soit pour les grandes écoles, c'est là qu'on rencontrait la philosophie en classe terminale. Bon, je ne sais même pas si la France a déjà ramené ça en première, je ne sais pas. Bon, ben, nous, si... je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le ministre pour ramener la philosophie en classe de seconde. Vous savez, la classe de seconde, bon, je parle maintenant comme un ancien chef d'établissement. D'accord. La classe de seconde, j'avais des problèmes pour les accueillir. Vous savez, ces élèves qui quittent le CS, qui étaient des seigneurs, qui étaient en troisième, des grands élèves, bon, ben, ils vont se retrouver tout petits, n'est-ce pas, au lycée où il y a les élèves de première, les élèves de terminale. Alors, et leur entrée me posait toujours de problèmes. Le jour de la rentrée, je devais moi-même vraiment les prendre à part, leur expliquer qu'est-ce qui va se passer maintenant, les encourager qu'ils ne sont pas petits, qu'il faudrait peut-être qu'il y aura la dissertation, et puis ramener vraiment la philosophie à classe de seconde. Alors que c'est là qu'ils vont commencer peut-être à disserter, c'est-à-dire on leur pose une question, que pensez-vous de cette affirmation, il faut construire il faut disserter, introduction, première partie, deuxième partie, et puis conclusion, je ne sais pas. Or, quand ils partent du collège, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la dissertation. Donc, ramener encore la philosophie en classe de seconde, s'ils ont des moyens, parce que tous ces moyens, s'ils ont des moyens, ça va. Parce que je dis qu'on peut très bien enseigner la philosophie dans n'importe quel cas, mais à condition de l'adapter, n'est-ce pas, à ses élèves. C'est-à-dire faire en sorte que avoir un professeur qui connaît ses élèves, et qui adapte le cours, n'est-ce pas, au niveau de ses élèves. Donc pour moi, ce n'est pas tellement un problème, puisque je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, la philosophie, c'est l'ouverture de l'esprit, des acteurs de l'esprit. Avec la philosophie, on essaye d'ouvrir l'esprit des élèves. Avec la philosophie, on peut également apprendre à douter. On peut également apprendre à, n'est-ce pas, critiquer. Oui, l'esprit critique, n'est-ce pas? Donc, la philosophie, si le professeur est suffisamment formé et qui aime sa passion, qui aime sa discipline, voilà, qui a une passion de sa discipline, qui peut inciter les élèves, n'est-ce pas, à aimer la philosophie. Où est le problème? Donc, le problème se pose seulement quand on va étudier des concepts philosophiques d'une façon approximative. Vous imaginez un enfant à qui tu dis 4 fois 3, 4 fois 3 font combien? Et puis lui, il vous répond entre 14 et 19. Alors tu comprends ça, Et moi j'ai horreur de l'approximation. Il faudrait qu'on arrive à si cette discipline, vraiment, s'ils ont compris l'importance de cette discipline, qu'on forme des gens qui sont compétents. Parce que pour moi, le meilleur professeur, c'est le professeur qui a la passion de sa discipline et qui cherche à ce que le plus grand nombre de ses élèves puissent, n'est-ce pas, comprendre sa discipline. Et éviter l'exclusion dans son enseignement, éviter la marginalisation. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, même dans les crises politiques, c'est ces affaires d'exclusion ou de marginalisation. Dans ma petite école ici, là, quand je constate par exemple que
un élève ou deux ou trois dans, prenons le niveau de cours élémentaire première année, où il y a 3 ou 4 qui n'arrivent pas à lire comme les autres. Mais je les sors, je les mets à côté et on apporte, un professeur, on apporte du soutien à ces 3 élèves qui ne lisent pas comme les autres pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans la classe. Tu comprends? Oui. Mais c'est ça, donc enseigner, c'est pas développer l'exclusion et la marginalisation. Et ça écoeure et ça crée des extrémistes. Frustration. Des frustrations et des... Oui. C'est eux qui remplissent ceux qui n'ont pas réussi dans des écoles, où ils n'ont pas réussi à faire leur philosophie. C'est eux qui vont remplir les rangs des extrémistes, hein, et ils deviennent des terroristes un peu partout. Donc, enseigner la philosophie suppose qu'on ait des moyens et on ait des professeurs capables. Quand j'apprends que c'est les parents d'élèves qui recrutent des enseignants, eh bien, vous pensez qu'ils peuvent recruter Bac plus 5, quelqu'un qui a fait de 1? Non, c'est ça. C'est pour ça que quelqu'un qui a des bribes, qui ne comprend même pas ce que c'est que la philosophie, on le met en classe de philosophie parce qu'il a fait peut-être 2 ans à l'université. Mais ce n'est pas un professeur de philosophie. D'accord, merci beaucoup Njilou. On va aborder une question d'actualité. Oui. Vous savez, le Cameroun est en crise, notamment à Bamenda et à Boya. Oui. Alors, que peut apporter la philosophie face à une crise, une telle crise? Bon. La participation de la philosophie pour la paix, pour le maintien de la paix. Oui, et puis c'est une question très difficile là, que vous me posez. Je crois que tous les régimes, tous les groupes humains n'aiment pas ce qu'on appelle exclusion et marginalisation. Parce que, vous savez, les régimes africains, vous savez, c'était... on n'a pas une tradition démocratique, tu comprends? Oui. Moi, je peux te citer pour te faire comprendre une origine de crise. Nous étions au lycée quand Tomba Baye était président du Tchad. Oui. Et il était du Sud. Vous m'entendez bien? Oui. Il était originaire du Sud. Oui. Et puis, il a confisqué le pouvoir avec les siens, c'est-à-dire les gens du Sud, et le Nord s'est rébellé. Vous comprenez? Oui. Le Nord s'est rébellé parce que Tomba Baye n'avait pas compris que le Tchad, il y avait le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Alors, Tomba Baye maintenant travaille avec les siens et il mène une politique d'exclusion des gens du Nord, etc., etc. Alors, les Goukouni Wadaï ont repris les armes contre cette façon de gérer le pays avec seulement une seule tribu. Parce que je crois que Tomba Baye voulait se venger, puisque à l'époque coloniale, les gens du Nord, peut-être travaillaient beaucoup avec les colons et peut-être piétinaient les gens du Sud. Alors, lui, il trouve une occasion maintenant pour mater, pour exclure, n'est-ce pas, de la gestion nationale les Tchadiens du Nord, les gens du Nord. Oui. Eh bien, les Goukouni Wadaï, ils ont donc pris des armes et qu'est-ce que Tomba Baye fait? Tomba Baye crie à la trahison et demande au président français de venir mater la rébellion. Alors que les mêmes présidents avaient créé à Addis Abeba la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. C'était des affaires intérieures du Tchad. La France n'avait pas à se mêler. Alors la France a envoyé des armes. Vous voyez, donc... Non, il faut, dans toute politique, éviter ce qu'on appelle la marginalisation ou l'exclusion. Et puis, nous avons la chance au Cameroun qu'on nomme les ministres en suivant leur région. Mais c'est à eux de chercher à comprendre la cause de rébellion dans leur région respective et de proposer des solutions concrètes, n'est-ce pas? Oui. Hein? Quand, par exemple, j'étais à Voum, Voum dans le nord-ouest, oui. Et puis
vraiment une misère abyssale, des gens qui ne croient qu'à la sorcellerie, des écoles, vraiment des huttes. Hein? Alors, et quand tu vas dans d'autres régions, tu trouves des écoles à visage humain, hein, à taille humaine. Et les gens sont là, vraiment malheureux. L'eau, l'électricité, ça pose des problèmes. Donc, les gens se disent, mais on ne les aime pas. Et la seule solution, c'est de prendre des armes contre un régime qui ne pense pas à leur bien-être. C'est ça le problème. Quand tu entends, tu vois partout dans le monde, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Regarde ce qui s'est passé en Tunisie, en Algérie. Tu vois, les gens bougent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un régime qui ne s'intéresse pas à eux. Voilà, d'avoir de l'eau, qui ne leur permet pas d'avoir de l'électricité, surtout l'éducation des enfants. Parce que on parle de la philosophie. Oui. Mais je vous dis que l'école, c'est un lieu, c'est un haut lieu, n'est-ce pas, de socialisation et de culture. Tout à fait. Alors, à partir du moment où vous avez pris pour postulat, l'école est un haut lieu de socialisation et de culture, mais il faut former, puisque nous, on va passer. Il y aura un jour où tu diras, ah, monsieur Lou, il n'est plus, il ne vit plus. Et c'est pour ça que ça sera peut-être mon fils là. Oui. Hein? Oui. Donc, regarde, où sont les Oumniobé, Joangou Foncha, où sont les Andele, où sont les Ndele, où sont les Mouna, Joya Aruna. Les grands, où sont les Joya Aruna, où sont les sultans Joya. Alors, les hommes passent et la société demeure. Mais pour renouveler cette société, pour que la société puisse évoluer. Moi, je ne crois pas à la révolution. Moi, je crois à l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un stade primitif à un stade plus amélioré, etc. etc. C'est le rêve de tout homme. C'est le rêve de tout homme. On ne devrait pas... Mais aujourd'hui, maintenant, on parle de vivre ensemble, vivre ensemble. Oui. Mais on devrait comprendre que tous les groupes humains cherchent le bien-être. Tous les groupes humains qui